Bonjour à tous et bienvenue pour cette soirée spéciale. Je tenais à vous informer d'une limitation technique. Dans le but de ne pas surcharger les communications Internet dans la situation actuelle, Google a choisi de limiter la bande passante des streamings sur YouTube. La qualité ne sera pas ce qu'elle aurait dû être, mais cela ne devrait pas nous empêcher de voyager à travers les images et les récits. Bon voyage à tous, c'est parti! Il y a tout d'abord le premier pas. C'est lui qui fait la différence. Parce que bien que démenti par une poignée de sédentaires endurcis, l'idée d'un voyage au long cours reste pour beaucoup un rêve de gosse. Justement, rencontrer des gens plus simplement et en particulier des femmes. À situation inédite, solution nouvelle. Malgré l'annulation du festival 2020, Curieux Voyageurs ne pouvait pas rester absent ce week-end du 28 mars. Vous allez nous manquer. Et puis, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas vous faire profiter de ce que nous savons faire, vous faire voyager, mais autrement. Toute l'année, les organisateurs ont précieusement sélectionné ces pépites inscrites dans le programme pour vous concocter un festival qui allait être exceptionnel. Nous aurions été très déçus de ne pas pouvoir les partager avec vous. Alors nous voilà ce soir, dans une configuration inédite, mais quand on reste confiné, finalement, c'est comme un voyage. Il faut savoir s'adapter. Ce soir, nous allons vous proposer 2 films, 3 expositions, et on vous parlera également du prix littéraire. Merci Philippe. Avant de commencer cette soirée, je me fais la porte-parole de toute l'équipe de Curieux Voyageurs pour vous remercier, vous tous qui nous avez apporté votre soutien quand nous avons dû annoncer l'annulation du festival. Nous avons reçu énormément de messages sous toutes les formes. Certains étaient assez personnels, d'autres très chaleureux, mais tous étaient remplis d'affection et nous les avons reçus avec beaucoup d'émotion. Merci aux nombreux spectateurs aussi qui ont transformé leurs billets en dons. Des exposants, des réalisateurs, des amis fidèles ont participé à cette générosité en alimentant notre cagnotte sur le site Hello Asso. Nous avons aussi apprécié la démonstration de solidarité de certains partenaires, aussi bien privés que publics. Un grand merci à vous tous. Pour ceux qui le souhaitent, notre compte Hello Asso est toujours actif pour recevoir des dons que vous pourrez aussi défiscaliser. Je n'oublie pas de remercier l'équipe du festival, bien sûr, les 2 salariés et les organisateurs qui avaient fourni un gros travail toute cette année pour vous concocter une très belle édition. Les bénévoles également étaient mobilisés avec sympathie. On ne vous cache pas que l'annulation de cette édition 2020 complique la donne pour envisager l'avenir du Festival Curieux Voyageurs. Mais toutes ces attentions dont vous nous avez fait preuve nous portent. Elles nous donnent l'envie de continuer. Alors soyez assurés que nous allons redoubler d'énergie. Nous ferons tout notre possible pour être présents en mars 2021 et vous fournir de belles rencontres au Centre de congrès de Saint-Étienne. Merci Florence. Bonsoir à tous. Vous le savez bien, Curieux Voyageurs est avant tout un festival de films de voyage. Au cours de l'automne passé, nous avons réceptionné et visionné 250 films et nous en avons sélectionné 24 qui devaient constituer la base de la programmation du Festival 2020. Nous allons avoir l'occasion de vous présenter l'un de ces films.
Mais avant cela, une petite surprise. Vous vous en souvenez, 2019 avait marqué le 40e anniversaire du festival. Et nous avions à cette occasion proposé quelques nouveautés, dont la nuit des cours. Cette nuit s'était déroulée entre le samedi et le dimanche au planétarium et elle avait consisté à vous proposer une série de courts-métrages mêlant humour, tendresse et gravité. Et nous avons souhaité en 2020 renouveler cette expérience et à cette occasion vous présenter 13 courts-métrages. Eh bien, c'est l'un de ces 13 courts-métrages que vous allez voir maintenant. Son titre est Parlez-nous de l'amour et sa durée est de 5 minutes. Allez-y, c'est parti. Monsieur, vous êtes ici pour concourir à l'examen d'entrée à la prestigieuse École des sciences politiques de Paris. Vous vous apprêtez à passer dans quelques instants l'épreuve ultime de ce concours. L'épreuve la plus célèbre. La plus intransigeante. L'entretien oral qui vous permettra peut-être d'intégrer le cercle privilégié. La crème de la crème. De l'élite intellectuelle française. Monsieur, vous avez exactement 10 minutes pour nous parler de l'amour. Excusez-moi. Je pensais qu'il s'agissait d'un test de géopolitique. Le temps passe, monsieur. Le temps passe. Et là où l'homme, dans la souffrance, perd la parole, un Dieu m'a donné de dire ce que j'endure. C'est ainsi que Pétrarque nous parle de l'amour. Lui qui fut réduit à traîner toute sa vie, comme une chaîne, comme un boulet au pied, un désir amoureux insatisfait et à exhaler ses soupirs dans les forêts solitaires. L'amour est à l'ordinaire le thème principal de toute œuvre dramatique, tragique et poétique. Il est le but dernier de chaque aspiration humaine. Sacrifie la vie, la santé, la richesse, le rang et le bonheur. Il se joue des humains, qu'il chasse, qu'il aveugle, qu'il enflamme. C'est un démon hostile qui s'efforce de tout mettre à l'envers, de tout renverser, de tout détruire. Alors, pourquoi tout ce bruit, toute cette agitation autour d'une chose si nuisible? Parce que amour reste le Dieu premier qui assure non seulement la continuité des espèces, mais également la cohésion interne du cosmos. Il est la pulsion fondamentale de l'être qui pousse toute existence à se réaliser. Il tend à surmonter, à assimiler des forces différentes, à les intégrer dans une même unité. L'amour est la recherche d'un centre unificateur, mais qui permet à l'humain de réaliser la synthèse dynamique de ses virtualités. Deux êtres qui s'aiment, se donnent et s'abandonnent, se retrouvent l'un dans l'autre, mais élevés à un degré d'être supérieur. Monsieur, le temps qui vous était imparti est maintenant écoulé. L'entretien se termine donc. Pour votre information, veuillez savoir que l'amour est un fleuve d'Extrême-Orient de 4354 km. Le 3e plus grand fleuve du globe, formé par la réunion de la Argoun et de la Tchika. Il sert de frontière entre la Sibérie et la Chine du Nord-Est et se jette dans la Manche de Tartarie.
bien, bonsoir à tous. On vous propose une exposition virtuelle pour les 4 expositions que vous deviez voir au Centre des Congrès. La première s'appelle Ode à la bienveillance d'Alexandre Sattler. Il est passionné de nature, c'est un humaniste qui a parcouru le monde en quête d'images et de témoignages. Il nous propose une série de portraits magnifiques et colorés. La deuxième exposition, Up North, d'Alan L'Héritier. Il passe 4 mois à travers l'Islande et le Groenland jusqu'aux îles Féroé. Il nous présente des images avec une nature sauvage et il nous emmène dans cette région. La troisième exposition, Ambassador City, de Jacques Boguel, nous emmène à Calcutta. Il nous montre les taxis, qui sont des vieilles voitures qui fonctionnent depuis les années 50, les ambassadors. La quatrième exposition, Planétos Japon, de Maëlle Bompas, c'est une stéphanoise qui nous propose un carnet de voyage poétique et drôle. Elle nous emmène sous forme de bande dessinée et de paysages aquarellés à travers le Japon. Pour le prix littéraire, nous avions 3 ouvrages que vous pouviez consulter dans les médiathèques. Ivre de steppe, un hiver en Mongolie de Marc Allot aux éditions Transboréales. Le deuxième ouvrage, Le vagabond de l'idéal de Paul-Édouard Provost aux éditions Les Passagères. Et enfin, un dernier livre, L'Odyssée électrique de Rémi Fernandez d'André aux éditions Elitis. Les livres étaient mis à disposition dans les médiathèques avec lesquelles nous avions un partenariat. Normalement, les votes devaient se clôturer au 20 mars. En raison des événements, nous n'avons pas pu clôturer ce vote. Donc, le prix littéraire va être reporté. Vous pourrez consulter le site pour savoir à quel moment nous aurons enfin la connaissance du gagnant pour ce prix. Voilà le temps venu de partir en voyage tous ensemble. Nous avons découvert Elliott Schoenfeld l'automne passé en visionnant les 2 films qu'il nous avait adressés. Nous allons vous proposer l'un de ceux-ci, son cadre, l'Alaska. Après le film, nous ne pourrons malheureusement pas accueillir Elliott sur la scène du centre de congrès comme nous l'aurions fait en situation normale, mais nous vous proposerons une interview qui certainement répondra à quelques-unes des questions que pose son film. Mais avant de partir en voyage en Alaska, Elliott souhaite vous dire quelques mots. Amis stéphanois, bonjour. Je suis Elliott Schoenfeld et j'étais supposé être avec vous ce soir pour vous présenter mon film Seul en Alaska. Puisqu'il s'est passé 2-3 choses qui ont rendu cette rencontre impossible, les organisateurs du festival ont eu cette excellente idée de faire vivre le festival en ligne. Donc vous allez tout de même voir mon film. Et donc c'est un film que j'ai réalisé en 2016 qui se passe en Alaska comme son titre l'indique. Et voilà, et donc vous y verrez des loups, des castors, des caribous, des grizzlies qui se foutent éperdument des consignes de confinement et qui arpentent librement ces contrées magnifiques que j'ai eu la chance d'arpenter moi-même il y a quelques années. Voilà, donc ma foi, je vous souhaite un bon film. J'espère que ça vous que ça vous fera du bien. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à voir le film que j'ai eu à arpenter ces endroits-là et que ça vous émerveillera autant que moi. Et puis surtout, je vous dis, en tout cas j'espère, à une prochaine fois, et cette fois en vrai, parce que je continue à faire des films, et donc j'espère que ce n'est que partie remise et que je pourrai venir au festival Curieux Voyageurs pour une prochaine édition et pour un prochain film. Voilà, alors bon film, bon confinement, et puis à bientôt. Lorsque j'ai décollé pour l'Alaska le 1er juin 2016, je partais contre quelque chose plus que pour une autre. Mon départ était davantage le fruit d'un rejet que d'un attrait. Le monde que je quittais me semblait violent, obsolète, comme si l'homme avait fait fausse route, que le progrès était le développement d'une erreur. Pour fuir ce monde-là, j'ai voulu me rendre dans son extrême opposé, à savoir la nature sauvage. J'y suis allé comme pour découvrir l'origine du vivant, comme pour avoir un vague aperçu de ce que pourrait être le commencement du monde.
J'étais né avec l'idée que la nature était barbare. Là-bas, je découvris que la barbarie était de s'en éloigner. Voici l'interview d'Elliot Schoenfeld. Eh bien, je m'appelle Elliot Schoenfeld, j'ai décidé d'être explorateur à 21 ans. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à organiser des expéditions dans les endroits les plus sauvages de la planète. 2 ans auparavant, en fait, j'ai découvert pour la première fois réellement la nature sauvage. Par accident, quoi. C'était en gros à 19 ans, j'étais en prépa maths sup que j'ai arrêté au bout de quelques mois parce que j'étais fatigué d'être assis. Ça, c'est ce que je dis parce que je trouve ça assez stylé de dire ça, mais c'est aussi parce que j'étais mauvais, quoi. Donc j'aurais pas passé l'année. Donc j'ai pris les devants et j'ai pris la décision à leur place. Et donc je suis allé en Australie pour la première fois seul. Et j'avais vu qu'il y avait une île qui s'appelle Fraser Island où il y a une forêt tropicale et il y avait tout un sentier de randonnée qui traversait cette île. Et donc je me suis dit que je vais faire ça. J'avais vu qu'il y avait plein de postes pour mettre de camping et donc dans ma tête, quoi, il y avait des campings avec des cuisines, des douches chaudes, des épiceries, etc. Et en fait il y avait rien de tout ça. Donc je suis arrivé dans cet endroit-là avec un sachet de pain de mie, un pot de Nutella et un paquet de pâtes et c'était à peu près tout, quoi. Et en fait j'ai rencontré personne pendant plusieurs jours et c'était la première fois où j'ai découvert la solitude, la lenteur de la marche, le silence, la vie avec les autres animaux et surtout me débrouiller seul et être dans un environnement qui était sauvage, quoi. Et en fait j'ai certes eu très faim du coup parce que je bouffais 2 tartines de Nutella par jour mais j'ai trouvé ça incroyable. Donc de voir le vivant, quoi, qui était partout, toutes ces différentes petites bêtes et des plus grosses bêtes aussi qui existent. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué à aller dans ces endroits sauvages. Donc, j'ai continué à voyager comme ça pendant 2 ans. En fait, j'ai travaillé dans un camp de chien de traîneau au Canada pendant 1 an, donc c'était vraiment dans la forêt du nord du Québec. Et puis est venu un moment où je me suis dit bon, c'est bon, j'ai pas fait une année de césure, j'en ai fait 2, il est temps de rentrer, de reprendre la vie réelle, de revenir à Paris, reprendre des études. C'est ce que j'ai fait, je suis revenu à Paris, j'ai repris une licence de philo et en fait après quelques jours sur les bancs de la fac, là j'ai décidé de devenir explorateur. C'est des expéditions solitaires, donc je pars seul. Des fois je suis accompagné par des animaux, par des chevaux. Mais je veux dire, je suis seul, donc je tourne le film seul. Donc il s'agit de mettre la caméra sur un trépied et de passer en prenant un air détendu. Et puis voilà, quoi. Donc je fais 2 fois le parcours en fait à cause du film. Je filme les paysages où je me trouve, je filme les animaux qui vivent dans ces endroits-là, je filme les gens aussi. Même s'ils sont rares, qui existent qui vivent là-bas, et je me filme moi. Qu'est-ce que ça fait quand t'es parisien depuis toute ta vie, que t'as toujours vécu à Paris, de se retrouver dans son exact opposé, à savoir la nature sauvage. Qu'est-ce qu'on ressent, comment on le vit, quoi, que l'adaptation, comment ça se passe, l'évolution en fait mentale pendant plusieurs mois, parce que c'est des expéditions qui durent entre 3 et 5 mois, donc c'est quand même un temps assez long. Voilà. J'ai toujours financé mes films moi-même. J'ai aucun sponsor. Au début, en fait, je travaillais à côté, quoi. J'avais des petits boulots pour financer mes voyages. Il faut savoir aussi que mes voyages, en fait, coûtent peu cher parce que je vais dans des endroits où l'argent n'a aucun sens, quoi. On peut rien acheter à un grizzly. Et je dors dans une tente ou pas d'ailleurs. Je bouffe ce que je trouve ou alors je bouffe du riz. Je marche à pied. Donc c'est très peu onéreux, mais donc pour financer en tout cas même le matériel pour créer le film, etc. Au début je travaillais, puis j'ai fait aussi du crowdfunding à un moment, et maintenant j'arrive à financer mes expéditions en vendant les films, en vendant des DVD, en vendant des livres. En fait, le truc, c'est que déjà, moi, j'ai pas du tout le gabarit de Mike Horn, donc je pourrais pas prétendre à faire ça, que j'ai... il faut dire quand même que je suis quand même un blaireau, quoi. Je veux dire, moi, j'ai très peu de préparation pour mes expéditions. J'ai pas de grande capacité particulière. J'ai appris des choses, quoi, au fil et à mesure de mes voyages, et je prends de l'expérience à chaque fois. Mais
Mais je veux dire, j'ai pas des techniques de survie super avancées, quoi. Et une grande partie de mes voyages, c'est vraiment de l'adaptation sur place et de l'apprentissage avec les gens qui habitent sur place. Mais avant d'y aller, je connais peu de choses, quoi, sur le lieu. Et pour pouvoir, en fait, mener mon expédition à bien, il faut que je compte sur les gens qui, eux, le connaissent vraiment parce qu'ils ont toujours vécu là. Et donc l'expédition, surtout, se prépare sur place avec ces gens-là. Et donc moi, j'hésite pas à dire que j'ai vécu toute ma vie à Paris et que voilà, il y a ce côté très amateur aussi dans mes films. Mais en même temps, c'est la réalité, quoi. Et donc il faut que je le dise. Donc, il y a pas ce côté performance non plus, quoi. Je m'en fous d'être le premier à avoir fait ça ou d'avoir été le plus rapide, parce que, je veux dire, je fais 60 kilos en expédition, je finis par en faire 52. Je suis pas très sportif en réalité. Je veux dire, à part dans les expéditions, je déteste le sport, quoi. Donc j'ai pas, et puis c'est pas ça qui me porte à aller dans ces endroits-là, quoi. Moi, ce qui me donne envie d'aller dans ces endroits-là, c'est le vivant, quoi, que je trouve magnifique et qui me rend heureux quand je suis en son sein et quand je finis. Enfin, c'est-à-dire, ça me rend pas heureux au début parce que je suis terrifié au début, mais c'est ce passage, c'est cette adaptation qui émerge au bout de quelques semaines, qui te fait ressentir faire partie justement d'un ensemble un peu plus large et qui est super beau à vivre, quoi, et qui fait sens pour moi. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a quand même des convictions écologistes dans mes films, dans le sens où j'ai quand même envie de montrer que déjà que cette nature sauvage existe et que c'est assez compliqué de s'en rendre compte quand on habite là où j'ai habité toute ma vie et où la majorité du monde aujourd'hui vit, c'est-à-dire un endroit qui ressemble à rien à la nature, quoi. Et donc pour moi, ces films et montrer des gens en fait qui habitent dans ces endroits-là depuis des millénaires et comme la majorité des hommes en fait vivaient jusqu'à il y a quelques siècles. Je pense que c'est important de se rappeler, de montrer que ça existe et que c'est pas c'est pas de la science-fiction, quoi. La science-fiction, c'est la manière dont on vit aujourd'hui, la majorité d'entre nous. Et il y a ce truc, quoi, d'essayer de montrer en fait qu'est-ce que c'est le vivant, quoi. Et que le vivant existe, et même s'il est en train de se faire complètement anéantir par cette civilisation, il est encore là dans certaines parties du monde, qu'il faut se battre et résister pour qu'il existe encore, parce que en fait, quand on est dans cet environnement-là, on comprend l'interdépendance de toutes les choses, du plus petit au plus gros être, et qu'on en fait partie, quoi, et que j'ai l'impression quand même, et c'était mon cas, que l'homme fait partie de la nature et qu'il l'a oublié. Et moi, ces voyages, c'est ce qui m'a fait comprendre, c'est ce qui me l'a rappelé, en fait. Et si par le film ou par un bouquin ou par des photos ou par des interventions, ça peut permettre de sensibiliser les gens ou de faire prendre conscience à certaines personnes la réalité du monde, en fait, parce que la réalité, c'est qu'on est sur une planète qui est vivante et que sans le reste du vivant, et ben tout crève, quoi. Et ben tant mieux, quoi, tant mieux. Après, je pense pas que ça soit suffisant par un film. Je pense que ça peut être une petite étape, quoi, à mon échelle, mais j'ai envie de faire plus qu'un film pour parler de ça, quoi. Merci d'avoir passé cette soirée avec nous. En bas de cette page YouTube, vous trouverez les liens utiles dont nous avons parlé. Toute l'équipe de Curieux Voyageurs vous donne rendez-vous l'année prochaine. Ce sera dès la rentrée avec le prix littéraire qui débutera à l'automne dans les médiathèques de la Loire. Et puis n'oubliez pas de réserver votre week-end du 19 au 21 mars 2021. L'équipe se remet au travail dans l'espoir de vous revoir au centre de congrès. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous.